Ok, qui n'a pas encore vu le film Barbie? On est le 3 août quand j'enregistre cette vidéo. Ça fait quoi, 15 jours que le film est sorti? Ça fait 3 mois que tout est rose dans la vie parce que la promotion du film Barbie a pris le monde d'assaut. Et je pense qu'on devrait se poser la question, est-ce que les femmes noires devraient boycotter le film Barbie? Pourquoi? Déjà, juste pourquoi la question même devrait se poser. Les plus jeunes d'entre vous, je dirais les moins de 25 ans, auront peut-être pas conscience de l'historique de Barbie, mais je pense que pour toutes les femmes qui ont entre 30 et 45 ans, vous serez familière de ce que je vais dire là, qui est que nous, on a grandi avec la Barbie blanche mince, qui était l'incarnation de l'hégémonie du standard de la beauté blanche. Cette Barbie nous a donné des complexes à toutes ou presque. C'est la Barbie où, pour peu qu'on était un peu plus ronde ou même un peu plus maigre, qu'on n'avait pas les seins parfaits, c'était les petits seins ronds, les petites fesses rondes, la peau blanche, les cheveux lisses, les traits parfaitement fins. La Barbie a donné énormément de complexes. Et en particulier, du coup, pour nous, petites filles noires, adolescentes noires, on était loin des standards de beauté de la Barbie. Tellement Barbie était iconique pour notre époque. Nicki Minaj, qui était la top rappeuse des années 2010, a émergé, son succès est venu quand elle a adopté une image de la Black Barbie. Et les plus jeunes d'entre vous, encore une fois, peut-être que vous avez connu que la Nicki Minaj de maintenant. Parce que du coup, une fois que son succès était établi, elle a complètement changé, elle a enlevé les perruques roses, elle a enlevé le maquillage très rose pâle, elle avait même une gestuelle très, comme ça, très, c'est quoi le mot que je cherche? Pas, robotique, plastique, justement pour imiter la Barbie. Mais elle est la plus grosse, la rappeuse numéro 1 mondiale, hyper connue, internationale. Nicki Minaj, c'était Black Barbie. C'est vous dire à quel point, pour cette génération-là, Barbie, c'était notre... je veux dire, c'était un repère, quoi. C'était un symbole ultra important qui définissait la beauté, les idéaux de beauté. Face à toute cette controverse, petit à petit, la Barbie s'est démocratisée. Ils ont commencé à sortir des Barbies différentes. La Barbie noire, la Barbie ronde, la Barbie en chaise roulante. Ils ont sorti différents types de Barbie pour essayer d'être inclusifs. Mais le mal était déjà fait. Il y avait eu une étude il y a quelques années dont la vidéo, en tout cas un bout de cette étude avait circulé sur Internet et ça avait fait le buzz. On montrait à des petites filles, on leur donnait le choix entre deux Barbies. Je crois que c'était une Barbie noire et une Barbie blanche. On leur demandait quelle était leur Barbie préférée. Et pour la majorité des petites filles, y compris les petites filles noires, la Barbie préférée était la Barbie blanche. Et on demandait à une petite fille noire, mais pourquoi tu préfères la Barbie blanche? Et dans la vidéo, il y avait notamment une petite fille noire qui à la fin pleurait parce qu'elle disait, mais regarde, elle est tellement belle, regarde comment elle a des beaux cheveux longs et lisses, regarde, elle est blonde, regarde comme elle est belle. Elle s'est en larmes. Et cette vidéo est sortie des années après que Barbie ait commencé à diversifier et qu'on ait commencé à avoir plus de choix de Barbie noire, prouvant que la diversification n'était pas suffisante. Le mal était déjà fait. Les petites filles étaient traumatisées. Une génération entière avait intégré cette image problématique de la beauté Barbie. Plus récemment, en septembre 2020, l'émission Dans la tête de Noir a cherché à reproduire l'expérience. Ils ont refait l'expérience de la poupée avec des enfants de différents âges. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que les enfants petits, les enfants en bas âge, préféraient la poupée blanche. Et trouvaient qu'elle était plus belle, qu'elle était plus désirable, qu'elle était plus attirante, etc. Et les enfants plus grands, eux, préféraient la poupée noire ou étaient indifférents entre les deux. Ce qui montre qu'il a fallu finalement une influence des parents, une influence de leur faire comprendre les choses pour que les enfants se mettent à reconnaître finalement la beauté dans ce qui leur ressemble. Là où quand ils sont encore petits et qu'ils ne font qu'absorber finalement leur environnement, ils préfèrent la poupée blanche. C'est en sachant l'impact que ça peut avoir sur nous de baigner dans des standards de beauté blanche, que j'ai beaucoup axé mon travail dès le début sur YouTube, sur la notion d'esthétique et de glamour et de se faire belle, parce que je me disais, oui, il faut qu'on réapprenne à s'occuper de nos cheveux, bien sûr, mais aussi, il faut qu'on réapprenne à se créer des modèles de glamour noir. Et très récemment encore, j'avais fait une vidéo où je dénonçais un peu le fait que les influenceuses les plus connues en France ou ailleurs dans le monde, les influenceuses noires et les stars noires les plus connues ont majoritairement les cheveux lisses. Pour une Viola Davis ou Issa Rae qui portent leurs cheveux naturels, on a 15 personnes qui vont avoir le long tissage lisse ou la longue perruque lisse. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et ça montre encore que on associe encore vraiment beaucoup et intensément le glamour au lisse ou éventuellement au légèrement bouclé, ondulé, là, façon Beyoncé. Mais pas au-delà.
Et donc, ça veut dire, donc dès 2010, j'avais cette vision des choses et je me disais, il faut qu'on se crée ces visions de glamour, il faut qu'on se réapproprie le glamour et qu'on le rende noir, au sens que ça aille ensemble, en fait. L'omniprésence des standards de beauté blanche dans les magazines, à la télé, avec la Barbie et tous les éléments qui la maintenaient, ont joué un rôle pour beaucoup d'entre nous. On pouvait pointer du doigt un sentiment de mal-être et d'inadéquation qu'on pouvait avoir. On pouvait le relier à ces choses-là. Surtout quand le mouvement du retour au naturel a commencé mi-des années 2000, il a commencé à avoir cette narrative de oui, mais on est exclu, on est stigmatisé, on est à part, donc forcément on se sent mal, forcément il y a un problème, forcément on se lisse les cheveux, etc., etc. Pas sur le fait que ça ait pu nous impacter, parce que bien sûr ça nous a impacté, mais est-ce que c'est la seule raison? Est-ce que c'est uniquement à cause du fait de grandir, donc femme noire, dans une société où le standard de beauté est un standard blanc? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on a tendance à rejeter notre phénotype? Pourquoi il y a du blanchiment de peau? Pourquoi il y a du défrisage ou du lissage? Pourquoi le cheveu lisse, jusqu'à présent, pour les femmes noires les plus connues et célèbres, reste le standard de beauté de base? Je remets ça en question parce que du coup, je pense que non. Je pense qu'il manque un petit bout d'explication pour expliquer ce phénomène spécifique. Et il faut que je vous dise, j'ai créé un quiz. Ça m'a demandé tellement de travail, c'était énorme. J'ai créé un quiz. Ce sont des questions que vous pouvez compléter assez rapidement, 5-10 minutes. J'ai vraiment fait en sorte de poser le genre de questions auxquelles vous pouvez répondre rapidement. C'est-à-dire, je ne vous demande pas d'aller chercher un verre d'eau et de tremper vos cheveux dedans. J'utilise toutes les autres informations qui veulent dire la même chose, plutôt que de vous faire des choses qui sont finalement qui peuvent être pénibles, inconfortables. Arrache un cheveu, regarde-le, mesure-le. Non. Je vous pose plein d'autres questions qui m'amènent à la même réponse. Et du coup, moi, je fais l'analyse et je vous envoie un diagnostic capillaire personnalisé en PDF. On y explique donc vos cheveux, votre relation avec vos cheveux, votre routine capillaire, en rentrant dans certains détails sur donc qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est à changer, qu'est-ce qui est à garder. C'est trop bien, c'est gratuit, j'en suis hyper fière. Après, entre le moment où vous remplissez le quiz et le moment où vous recevez votre PDF, il y a à peu près 3-4 heures. Sauf évidemment si vous remplissez pendant la nuit. Mais c'est trop bien. C'est gratuit jusqu'à l'ouverture des inscriptions à Crépiolon. Et Crépiolon ouvre le 9 août, mercredi prochain. Le lien dans la description, allez-y. J'ai eu une révélation le jour où, en juin 2021, alors que je préparais une présentation que j'allais donner chez L'Oréal. Je faisais des recherches dans l'ensemble pour mon introduction et je suis tombée sur cette étude qui parlait du temps que les femmes dans l'ensemble passent sur leurs cheveux. Et je faisais des recherches sur ces statistiques pour dire que les cheveux crépus peuvent prendre plus de temps, les femmes noires peuvent passer plus de temps sur leurs cheveux. Et quelle n'a pas été ma surprise. Et l'étude avait été faite sur des femmes aux cheveux lisses, c'était caucasiennes et asiatiques. Mais ces femmes passaient sur leurs cheveux environ 4 heures par semaine. Ça m'avait mise sur le cul, parce que quand j'annonce, dans mon programme Crépiolon, j'annonce entre 4 et 6 heures de temps à consacrer à ses cheveux par semaine, si on fait un soin par semaine, et si on fait plutôt un soin tous les 15 jours, du coup, c'est divisé par 2. Et j'ai malgré tout beaucoup de personnes qui me disent « Ah ouais, mais c'est trop long, ah ouais, mais j'aurai pas le temps. » Et je me disais « Oui, peut-être que c'est vrai que c'est beaucoup, passer 4 heures par semaine sur ses cheveux, et que ça fait partie de la lourdeur du cheveu naturel, du cheveu crépus. » Et je découvre que non. Ces femmes aux cheveux lisses, qu'on a toutes mises sur le piédestal de celles qui n'ont besoin de rien faire pour leurs cheveux, et qui n'ont aucune préoccupation de leurs cheveux, je découvre officiellement, les recherches disent qu'elles passent toutes quasiment, enfin en moyenne du coup, quasiment 4 heures par semaine sur leurs cheveux. J'ai compris alors que si on faisait la statistique sur les femmes noires, on trouverait probablement le même temps ou moins. Et ça montre alors que les femmes noires ont un ressenti à propos de leurs cheveux qui est globalement très négatif, globalement très lourd et difficile. Là où les femmes blanches ont en moyenne un ressenti neutre ou positif sur leurs cheveux. Elles peuvent avoir des problématiques. Oh, mes pointes sont sèches. Ah, j'aimerais une plus belle coupe. Ah, j'aimerais plus de volume. Mais c'est vécu agréablement. C'est vécu comme je prends soin de ma beauté. C'est vécu comme de la coquetterie, la plupart du temps. Là où pour nous, femmes noires, c'est vécu avec lourdeur, c'est vécu avec tragédie, c'est vécu avec stress. Je suis également très consciente, pour avoir fait beaucoup de recherches sur le sujet, que notre relation avec nos cheveux a été volontairement sabotée. À l'époque de l'esclavage, il y a eu une démarche volontaire de saper le moral des personnes noires, leur estime d'elles-mêmes, il fallait les briser, en somme, tout simplement, pour minimiser les risques de fuite et de révolte. Et une technique vraiment écrite noir sur blanc et propagée auprès des maîtres de plantation pour arriver à cela, c'était attaquer les éléments de beauté. Considérer que les traits spécifiquement négroïdes, le nez, la bouche, les cheveux, les rendre animaux, grossiers,
mauvais, pas bien, etc. Et combiné avec tout ce que je sais sur l'histoire des Noirs et tout ce temps que j'ai passé à étudier la psychosociologie des Noirs avec leurs cheveux pour intégrer ça dans mon travail, découvrir, in fine, que les femmes blanches passent au moins autant ou plus de temps que les femmes noires sur leurs cheveux, ça a été quelque chose qui a créé une grande bascule pour moi dans ma compréhension profonde de ce qui se passe entre nous et nos cheveux. Et j'associe ça à un mode d'attachement qu'on appelle en anglais avoidant. Je suis désolée, j'ai pas le terme en français là tout de suite, mais je vais vous le trouver, je vais vous le mettre. Et en quoi ça consiste, ce mode d'attachement avoidant? Donc vous savez, la psychologie a révélé qu'on a tous, en fonction de comment on a grandi et des choses qu'on a vécues, différentes façons d'entrer en relation avec les gens. La version saine, c'est l'attachement équilibré, c'est-à-dire on est capable de s'ouvrir et d'avoir de l'intimité avec quelqu'un sans pour autant perdre son identité. Il y a la codépendance, qui sont les personnes qui du coup perdent leur identité dans l'intimité, donc ont tendance à fusionner avec l'autre et du coup à être incapables de vivre sans l'autre, grosso modo, je synthétise grandement. Et il y a le mode d'attachement du coup détaché, qui sont les personnes qui veulent avoir des relations avec les autres, mais vont toujours éviter l'intimité. Pour celles d'entre vous qui ont regardé Friends, pensez Chandler dans les 5 premières saisons. 5 ? Oui, je crois que c'est les 5 premières saisons. Où à chaque fois qu'il avait une copine et qu'il se rapprochait un peu, il inventait une excuse, il paniquait pour vraiment s'éloigner d'elle et rompre avec elle. Beaucoup de personnes ont ce mode d'attachement. On va jusqu'à un certain point dans la relation et qu'on approche de quelque chose qui est sincère et qui colle, la peur d'être blessé souvent ou d'autres choses fait que on recule. Eh bien, je trouve que les femmes noires au moins, je sais pas pour les hommes noirs, on a un rapport comme ça en général avec nos cheveux. Il y a un contact avec nos cheveux. C'est pas comme si on se rase la tête et on passe à autre chose. De la même façon que que Chandler dans Friends, il est pas juste un mec qui n'a jamais de copine et qui vit seul et isolé. Non, il veut des copines, il veut des relations, il veut être en contact avec le sexe opposé en l'occurrence puisqu'il est hétéro. De la même façon que nous, femmes noires, on veut ce rapport avec nos cheveux. On veut les bénéfices qui vont avec. On veut de beaux cheveux, on veut des cheveux longs, on veut même la vision un peu romantique d'être capable de s'occuper de ses cheveux et que ça se passe bien. Et que ce soit facile et que ce soit fluide. On se rêve sous la douche en train de juste frotter les cheveux comme ça, sortir de la douche, ne rien faire, partir et que ce soit beau et génial et trop bien. On a toutes ces envies-là, mais on a peur d'être blessé. On a peur d'y aller vraiment. On a peur d'entrer vraiment en relation. Dès que les cheveux ont l'air de faire le moindre truc, oh non, ils sont un peu secs, oh non, ils sont emmêlés, oh non, mes racines sont emmêlées, oh non, ceci, on se carapate. Exactement comme Chandler qui rompt avec sa copine, on se met à dire mais c'est comme mes cheveux à moi, ils sont trop compliqués, ils sont trop ceci, ils sont trop abîmés, ils sont trop cela, j'en peux plus, etc. Et c'est là qu'on se met à faire des erreurs. C'est là qu'on va aller faire une coloration. C'est là qu'on se dit j'en ai marre, je vais mettre un tissage, je veux plus voir mes cheveux pendant longtemps. Et on va chez la première coiffeuse venue qui va nous arracher les cheveux, on va garder le tissage pendant 2 mois, abîmant ainsi nos cheveux, ou on va faire un démêlage trop brutal, on va faire quelque chose de sabotant. Parce qu'on n'est pas capable d'accepter que la personne en face, nos cheveux, ne sont pas parfaits. De la même façon, donc Chandler n'est pas capable d'accepter qu'une personne n'est pas parfaite. Et c'est juste une excuse, parce qu'en fait, il a juste, encore une fois, peur d'être blessé, peur de l'intimité. On a la même chose avec nos cheveux. On se dit, je vais pas y arriver, je vais jamais y arriver. Je vais être déçue, je vais être blessée, je vais m'investir tellement, ça va rien donner et je vais me sentir conne. Parce qu'il y aura la petite voix dans ma tête qui dit, ben ouais, tu t'attendais à quoi ? Bien sûr que ça allait rien donner, c'est des cheveux crépus, tu t'es pris pour qui? Pour reprendre les termes qu'une de mes cousines avait dit, je crois que c'était vers 2010 quand elle a su que j'avais coupé mes cheveux et que je suis en passé naturelle, elle avait dit, elle a cru qu'elle était métisse ou quoi? Et la petite voix dans votre tête va vous dire ça, t'as cru que t'étais métisse ou quoi? Et on doit guérir ça. J'en plaisante, je rigole, tout ça, mais c'est grave et important. C'est pas un sujet anodin du tout. Ça pèse un poids lourd dans notre rapport avec nos cheveux et on en paye un prix fort derrière en résultat. Donc, je vais attirer votre attention là-dessus parce que il faut travailler dessus en fait. Il faut en avoir conscience. Il faut vouloir dépasser ça. Ça se dépasse pas tout seul. Dans mon programme Crépus et Long, quand les personnes viennent me voir en live avec des problématiques capillaires, je vais très souvent d'abord désamorcer émotionnellement en disant « Hé, ça va, tes cheveux sont bien, regarde l'item, regarde les résultats que tu as eu, regarde... » Je vais faire ce travail de d'abord désamorcer et de remettre quelque chose de plus sain dans la relation plutôt que « j'en peux plus ». Et ensuite, je dis, ok, et maintenant, regardons quel est le problème. Comme quelqu'un entre les deux, comme un conseiller conjugal qui vient et qui fait baisser la tension et qui désamorce et qui vous aide à passer ce moment difficile, ce moment d'activation émotionnelle intense pour ensuite continuer.
sans pour autant rompre du coup. Et pour d'autres, il va vraiment falloir rajouter aussi une intentionnalité dans le fait de se rendre compte quand on est en train de péter les plombs sur ses cheveux. Quand on est en train de vraiment de rager, d'être complètement irrationnel, de lash out, comme ils disent en anglais. Et avec le recul, se dire, ok, j'ai eu ce moment, j'ai été activée émotionnellement par rapport à mes cheveux, ok, c'est pas grave, je recommence, on continue. Et la prochaine fois que ça va se produire, je vais faire différemment. Le fait, après la crise, de regarder ce qui s'est passé et de pouvoir dire « Ah, c'était une crise, j'ai pété un plomb, c'était pas normal, j'ai réagi à une émotion de stress, de peur, de rejet, etc. Ok, maintenant je suis à nouveau centrée, la prochaine fois je ferai différemment. » Ça fait une énorme différence. Entre ça et faire un programme comme Crépulon, ça va faire une énorme différence. Et en faisant tout ce genre de travail, on va pouvoir toutes collectivement guérir et transmettre autre chose à nos enfants.